Bienvenue dans cette 7e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. Que faire de Louis-Ferdinand Céline? À une telle question, bon nombre d'entre vous seraient certainement tentés de répondre rien, ou un rien déterminé et sans appel, ou alors l'ignorer. Il est vrai que l'attitude et les prises de position abjectes du pamphlétaire antisémite ont longtemps dispensé des lecteurs d'ouvrir les livres de l'écrivain et de passer volontairement à côté de son génie romanesque et de la révolution copernicienne qu'il a imposée à la langue française. Alors pourquoi en reparler aujourd'hui? Eh bien, l'actualité littéraire nous y invite avec 2 volumes de ses œuvres de fiction très enrichies qui paraissent dans la prestigieuse collection de la Pléiade chez Gallimard et avec aussi la parution d'un nouveau livre consacré à Céline, raconté par lui-même, en quelque sorte, de sa naissance à sa mort, ou plutôt de sa mort à sa naissance, en remontant. Pour en parler avec nous, 3 éminents céliniens, entendez par là non pas des célinolâtres, ni des célinomaniaques, mais des spécialistes de l'homme et ou de l'œuvre, auxquels ils ont consacré leurs recherches. Philippe Roussin, universitaire, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'une thèse de doctorat en 1991, déjà sur la figure médicale telle que Céline se l'était construite entre les 2 guerres, puisque, n'oublions pas, il était aussi le docteur des touches. Philippe Roussin a consacré ses recherches actuelles aux relations entre la littérature et la démocratie au XIXe et XXe siècle, mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est surtout pour les analyses que vous avez livrées dans un livre épais, près de 1000 pages, et important, publié en 2005 chez Gallimard, sous le titre « Misère de la littérature, terreur de l'histoire » et sous-titré « Céline et la littérature contemporaine ». Odile Roinette, vous êtes historienne, professeure à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez consacré une bonne partie de vos recherches à l'histoire des cultures militaires au XIXe et XXe siècle et à la langue de la guerre. Ce qui devait fatalement vous amener à vous pencher sur le cas Céline, jusqu'à lui consacrer une étude parue aux Belles Lettres en 2015 sous le titre « Un long tourment, Louis-Ferdinand Céline, entre les 2 guerres 1914-1945 ». Enfin, Émile Bramy, originaire de Soukararba en Tunisie, écrivain, éditeur, libraire, vous avez consacré de nombreux articles à Céline et cette biographie, parue une première fois il y a une vingtaine d'années, est reprise et enrichie dans une nouvelle édition à la lumière de la découverte rocambolesque, tout récemment, de milliers de feuilles de manuscrits inédits de Céline. Alors justement, et ma première question s'adresse à vous 3 bien sûr, est-ce que cette nouvelle édition et cette découverte change quelque chose à notre intelligence de l'œuvre ou à notre connaissance de l'homme? D'abord, il faut préciser que ces textes, ou plus exactement ces feuillets, c'est une masse considérable, il y a plus de 5000 feuillets, donc n'ont pas complètement été retrouvés, si vous voulez. Je crois que cet adjectif est un petit peu trompeur d'une certaine façon. Ces textes ou ces manuscrits ont été conservés par la Résistance à partir de juin 1944, lorsque Céline fuit Paris, parce qu'il est un des piliers de l'antisémitisme de plume et de la collaboration la plus forcenée. Mais quand vous dites par la résistance, comme si c'était une volonté d'un groupe déterminé de conserver des textes? Je dirais que c'est plutôt l'esprit de la résistance qui je dirais, s'incarne dans ce sauvetage, parce que Yvon Moronda, donc qui était un résistant gaulliste, a occupé l'appartement de Céline, qui avait été réquisitionné comme beaucoup d'appartements le sont au moment de la Libération. Et à ce moment-là, si vous voulez, il aurait pu détruire ces textes. Il les a conservés, je crois, par
par respect au fond de ce qui était chez Céline l'écrivain, la création littéraire. Donc il a conservé ces manuscrits qui ont ensuite été transmis à Jean-Pierre Thibaudat qui lui aussi les a conservés, et ensuite les a mis à disposition lorsque... Ce sont des individus. Même si, en fonction d'un certain esprit, c'est pas une organisation. Non, bien sûr, mais Yvan Moranda, je crois, incarne aussi un esprit de la résistance. Je trouve que c'est assez beau, si vous voulez. Moi, j'avais pu le souligner dans un texte que j'ai fait sur guerre, que ça soit la résistance, finalement, qui ait contribué au sauvetage de ces manuscrits, qui sont plutôt des manuscrits qui ont été en effet retrouvés au sens où ils sont désormais mis à la disposition du public, et notamment en partie dans cette édition de la Pléiade. Ces manuscrits, pour répondre à votre question, ils nous apprennent des choses sur la genèse, au fond, de l'écriture célinienne, sur la manière en particulier, je pense, en tout cas, dont Céline travaille. Il y a aussi dans ces documents qui ont été donc remis à partir de 2021 aux ayants droit, un certain nombre de documents personnels, beaucoup de photographies, des papiers, un dossier juif, dont il n'est jamais question dans aucune des on va en parler. Des notices de la Pléiade, et encore moins dans les éditions de la collection blanche. Voilà. Donc, je crois pas qu'il y ait de révolution célinienne dans cet ensemble, dans ce corpus. Voilà. Et je crois que ça pose beaucoup de questions non résolues, en fait. Mais bon, la recherche, elle se construit à partir de questions. Mais de toute façon, il avait promis qu'il donnait du travail pour 1000 ans aux universitaires. Donc, vous voilà prévenu. Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe Roussin? Moi, ce qui m'a frappé dans Guerre et dans Londres, c'est qu'au fond, c'est à part les peut-être 20 premières pages de Londres de Guerre qui sont éblouissantes, c'est du Céline d'avant Céline, souvent. C'est-à-dire, par exemple, c'est très intéressant, moi j'avais montré que la seconde partie de Guerre, c'est une réécriture d'une nouvelle de Huysmans, de Sakodo, par exemple. Bon, il y a les mêmes personnages, les mêmes noms reviennent, etc. Et dans Londres aussi, c'est un Londres du 19e siècle. Et qui est dépolitisé, c'est pas celui de Vallès, de Rimbaud ou de Verlaine. C'est-à-dire cette importance de la fin du 19e siècle. Mais c'est un homme de la fin du 19e siècle. Oui, mais dont l'écriture, telle qu'on la connaît, a rompu avec ça. Donc ça, c'était très intéressant. Et l'autre leçon, notamment dans Guerre comme dans Londres, là c'est une nouveauté, mais pas stylistique, c'est la place et l'importance du milieu, de la pègre, du milieu du proxénétisme. Et on est au-delà tout à fait du pittoresque qu'il y aura dans Guignol's Band. C'est-à-dire, c'est le milieu, la pègre, c'est ce qui comme socialisation du personnage au sortir de la guerre. C'est-à-dire de tous ces gens qui sont hors la loi. Et qui le fascinent. Voilà. Oui. Qui le fascine. Émile Bramy. Alors, est-ce que vous êtes dans ces lignes depuis votre plus jeune âge, est-ce que ça vous a enrichi, ça vous a modifié votre perception et du personnage et de l'œuvre? Alors, modifier la perception du personnage et de l'œuvre, non, parce que je pense que ces textes n'apportent rien de nouveau sur ce qu'on connaît de Céline. En revanche, ce qui m'a intéressé, c'est un petit peu l'archéologie de l'écriture, c'est-à-dire on voit comment ça se fabrique. Voilà, ça c'est particulièrement intéressant. Je pense aussi par ailleurs que on nous a présenté ça comme des romans, ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas des œuvres achevées. Et je crois aussi que jamais Céline n'aurait laissé publier ça. C'est quelqu'un qui disait la moindre virgule me passionne. Et là, on est dans quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'inabouti, de l'inachevé. Quand on reprend les textes, il y a par exemple énormément de répétitions de mots que Céline n'aurait jamais laissé passer. Mais pour autant, vous vous réjouissez que ça paraisse?
Ah, moi, oui. En Oui. tant que personne qui s'intéresse à Céline, oui. Oui, bien sûr. Et pourtant, pour ne citer que Guerre, qui est paru donc il y a 1 an et demi à peu près, Oui. dans un volume à part, Oui. même s'il n'y a pas marqué roman, les lecteurs, semble-t-il, ont aimé, Oui, oui, bien sûr. parce que ça a été un grand succès de librairie. Alors, ça a été un Même grand si la succès. pression médiatique y est pour Oui, quelque c'est chose. lié quand même à un énorme battage médiatique. C'est un événement. Là, ça a été un énorme événement. Donc, je ne sais pas combien de gens auraient acheté. Je crois que ça s'est vendu à 180 000 exemplaires. Ouais, c'est énorme aujourd'hui. Oui, c'est énorme, bien sûr. Non, mais je ne sais pas combien de gens auraient acheté Guerre si c'était sorti hors de ce contexte. Ceci dit, enfin, des trois volumes publiés à ce jour, je trouve qu'effectivement, Guerre est de loin le plus intéressant, comme l'a dit Philippe et comme l'a dit Godard aussi. Henri Godard, faut préciser. Oui, Henri Godard, pardon. Oui, pas le cinéaste, Henri Godard. Oui. Et enfin, je trouve le dernier volume assez décevant pour ma part. Oui, Odile Rouanet. Je voulais juste ajouter qu'il y a eu un énorme battage médiatique en mai 2022 autour de la sortie de Guerre, qui a été quand même présenté par l'éditeur et par les ayants droit comme un roman inédit, alors qu'il s'agissait de feuillets dont nous n'avons qu'une partie, puisque on commence in media res, donc on a une partie du début de ces manuscrits qui semble manquant. Et il y a eu un effet de fascination, je pense aussi du lectorat français, pour Céline, qui allait en quelque sorte retrouver le grand écrivain, et par conséquent ça a beaucoup contribué, je crois, au succès de Guerre, qui n'est pas le même pour Londres, par exemple. Oui. Londres, c'est beaucoup moins bien vendu que Guerre. On serait plutôt Autour de 30 000. autour de 30 Et 000. puis l'effet de surprise n'a pas joué. Puisque... Oui, L'effet bien de sûr. surprise n'a pas joué. Londres est un énorme texte de près de 500 pages quand même, écrit d'ailleurs dans une calligraphie beaucoup plus serrée. Ce qui, à mon avis, lie Guerre et Londres, c'est aussi la virulence. La virulence du texte, la violence textuelle qui se déploie dans ces 2 volumes. Oui. Ça, de ce point de vue-là, on a quand même, je crois, une continuité entre ces 2 textes, et ça nous apprend beaucoup sur la fabrique de l'écriture. C'est aussi, je pense, sur la manière dont probablement Céline s'est beaucoup auto-censurée dans ce qu'il a pu écrire, en particulier pour Voyage au bout de la nuit. Si on compare Oui. la virulence de Guerre, l'accumulation de la... Mais pourquoi l'autocensure? Parce que je pense que ça ne serait jamais passé dans... Non, mais c'est ce qu'il imaginait, que ça ne serait pas passé s'il avait laissé libre cours à sa violence. C'est-à-dire, c'est à la fois une autocensure et puis c'est en même temps un travail de l'éditeur. C'est-à-dire que nous savons, à la fois pour Voyage comme pour Mort à crédit, par exemple, qui est ultérieur, qu'il y a un certain nombre de passages qui ont été censurés. Donc, Mais par qui? Par Robert de Noël? Oui, par Robert Éditeur. de Noël, bien sûr. Oui, Bill Bramy. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit. Mais enfin, je pense que c'est aussi dans le fait qu'il s'agit d'un premier jet, il y a pas cette autocensure, justement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a une très grande violence sexuelle, par exemple, tout particulièrement dans Londres. Bon, il y a aussi un certain nombre d'obsessions sexuelles de Céline qui apparaissent dans... Mais vous en parlez dans votre Oui, livre j'en parle dans mon livre. Notamment la sodomie, par exemple. Voilà, il y a une obsession chez Céline de la sodomie qui est tout à fait incroyable, bon, et qu'on retrouve dans Londres. Et je pense que c'est des choses qui auraient été censurées et par l'éditeur et par Céline lui-même, de la même. Enfin, à mon avis, les seuls livres où s'exprime de la façon la plus forte et la plus personnelle, ce sont les pamphlets. C'est parce que là, il y a une espèce de... Il n'y a pas de censure. Il y a une volonté de dire ce qu'il croit être la vérité.
et donc il ne se censure pas. Voilà. Mais sur les romans, c'est évident que ce que nous avons là, c'est quelque chose qui est avant la censure, qui aurait eu lieu forcément. On n'aurait pas pu publier ça en l'état dans les années 30, c'est impossible. Parler de la guerre, des deux guerres, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi s'est-il inventé une trépanation? Alors en fait, en effet, la fiction, c'est le domaine de l'invention, de la transformation, de la transposition, et de ce point de vue-là, Céline est un maître transposition. La difficulté avec Céline, c'est qu'en fait, il invente toute une série de fables, mais ces fables, elles sont parfois réinjectées dans le réel. Et c'est le cas de la trépanation, puisqu'en fait... il a été blessé pendant la Première Guerre. Il est blessé au bras droit, il reçoit une balle qui sectionne son nerf radial droit. C'est d'ailleurs le bras et la main de l'écriture, donc ça c'est intéressant, parce que après la blessure, il commence à réapprendre à écrire de la main gauche, mais il va très vite réécrire de la main droite. Pourquoi? Parce qu'il est remarquablement bien soigné. Et il invente effectivement la trépanation dans la fiction, dans un premier temps, dans Voyage au bout de la nuit. Et puis après dans la biographie. Et ensuite, il réinjecte au moment de la sortie en librairie de Voyage au bout de la nuit, en octobre 1932, ce mythe du grand écrivain qu'il est en train de devenir, mais qui est aussi le grand mutilé. Alors il réemprunte aussi des mythes très mobilisateurs dans l'imaginaire collectif, qui sont ceux en particulier d'Apollinaire, par exemple, le grand poète blessé qui avec le bandeau sur la tête. Voilà, c'est une photo fameuse. Voilà, qui est lui-même, alors là, qui est par contre réellement blessé à la tête et trépané. Et donc, vous voyez, il joue de manière très habile de cela. Il tait certaines choses qui peuvent parfois, ou certains éléments qui peuvent parfois être un tout petit peu, ou même carrément difficiles dans la société de l'époque, et en particulier le fait qu'il a été réformé de la guerre, c'est-à-dire qu'il est sorti de la guerre en décembre 1915, réformé par complaisance au consulat français de Londres, où il est embusqué depuis environ 6 mois, alors qu'il est guéri, alors qu'il a 21 ans. Il aurait pu retourner au combat. Mais c'est la grande angoisse. Moi, et c'est une angoisse, c'est très intéressant, par exemple, dans Londres, justement. Dans Londres, pour moi, Londres, c'est le roman de l'angoisse de retourner à la guerre, qui a véritablement taraudé, je pense, Céline, à partir du moment où il est blessé. Comment faire pour ne pas y retourner? Et là, l'historien n'a pas à juger. Il n'a pas à prendre parti en disant mais cette attitude n'est pas la bonne attitude. Non, mais si vous dites planqué, c'est déjà un jugement. C'est pas un jugement, mais en tout cas, c'est une réalité, je crois. Il faut l'historien, de temps en temps, et cherche à établir des faits. Donc là, il y a un fait, et surtout, il faut essayer de mettre toujours l'expérience de Céline, ce que j'ai un petit peu essayé de faire, du combattant en tout cas, en miroir ou en regard de celle qui a été l'expérience collective des nations combattantes, en particulier de la nation française, où des hommes ont été très très gravement blessés, sont retournés sur le front, ont été de nouveau gravement blessés, ils sont retournés. Si vous voulez, il parvient à s'extraire de la guerre. Il le dit d'ailleurs, à la fois dans la fiction et aussi dans la correspondance. Il parle souvent d'un retournement du hasard. Il parvient à s'extraire de la guerre. Voilà. Alors ça. Est-ce que cette histoire de trépanation, d'abord, c'est intéressant parce que c'est finalement la fiction du livre, du roman, qui se projette sur sa biographie par sa propre volonté. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un souci, déjà, de se victimiser? Parce que c'est plus grave que le bras, la tête. Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que dans le contexte des années 30, de la sortie en particulier de Voyage au bout de la nuit, il faut bien comprendre qu'une immense majorité de la population française,
la société française est traumatisée par l'expérience de la Première Guerre mondiale. On a environ un Français sur 5, en fait, qui est un survivant de la Première Guerre mondiale dans cette société. Et on est en train de construire ce que les historiens appelaient une sorte de paradigme victimaire, c'est-à-dire que le combattant de la Première Guerre mondiale est perçu, décrit, après avoir été tellement traité comme un héros pendant la Première Guerre mondiale par la propagande de guerre, y compris même par la littérature qui est publiée pendant la Première Guerre mondiale. Et là, au contraire, il y a un retour, si vous voulez, un retournement, et Céline se glisse vraiment dans ce moment où le soldat, le combattant, ne peut être qu'une victime. Et lui, il va même un peu plus loin, puisqu'il en fait quelqu'un qui va, d'une certaine manière, retourner la violence qu'il a subie contre la société qui lui a fait subir cette violence. Jusqu'à présent, la guerre, dont vous êtes spécialiste, était vraiment considérée par beaucoup comme la matrice de l'œuvre. Oui. C'est toujours le cas pour vous. Absolument. Et est-ce que sa langue, si extraordinaire, a été infusée par la langue de la guerre? Oui, indéniablement. Hein, mais ça, Philippe Roussin a énormément travaillé lui aussi sur l'argot. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'argot de la guerre. Alors, chez Céline, il y a une fascination pour cet argot, qui est un argot populaire parisien. Hein. L'argot célinien, c'est un argot réinventé. Hein. Oui. Donc, il réinvente une langue populaire. Qui n'est pas qui est elle aussi finalement une langue fictionnelle, qui est matinée, si vous voulez, d'argot populaire, d'un argot de caserne qui a énormément marqué Céline, et qui est l'argot qu'il a connu lorsqu'il était jeune soldat à Rambouillet dans son régiment de cavalerie. Le feu d'Henri Barbus en fait grand usage aussi. Bien sûr. Alors c'est pas le seul. C'est un enjeu aussi idéologique. Hein. Il faut bien voir que cet argot de la guerre, cet argot des soldats, enfin c'est ce que j'avais essayé de montrer dans des travaux précédents, il est mobilisé en fait par les sociétés belligérantes comme en quelque sorte, il vient attester, si vous voulez, non pas d'un consentement, mais en tout cas d'une participation à la guerre. Celui qui parle l'argot de la guerre, c'est qu'il y était. Il y était. Il en était. Est-ce que l'argot en principe, c'est quelque chose de méprisé très souvent par la littérature. Est-ce que on peut dire que Céline il va donner ses lettres de noblesse finalement, Philippe Roussin? Je ne sais pas s'il lui donne ses lettres de noblesse, mais cet argot. Effectivement, la guerre est un peu la matrice, hein, mais la langue de la guerre est aussi la matrice. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, cette langue populaire, cette langue argotique, dans les années 30, il ne va pas être le seul à l'utiliser. Des gens comme Sandrard, Giono, Aragon, Queneau vont l'utiliser. Bon, eux utilisent ça dans la perspective d'une réconciliation de la nation, hein, ou d'une intégration du peuple dans la nation. Là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au fond, il fait servir cette langue, au fond, à quelque chose qui va rester irréconcilié. C'est-à-dire qu'au fond, le traumatisme de la guerre, ou ce qui a été subi dans la guerre, notamment infligé par le langage officiel, hein, le langage des journaux, le langage de la censure, qui s'en prend à Barès, hein, au fond, ça crée une langue d'opposition. Finalement, avec son œuvre, il continue la guerre. Oui, tout à fait. Il fait la guerre dans la langue française, oui, et il continue à faire la guerre. Émile Bramy, en vous lisant, je me suis dit que si on parcourt toute sa vie, on a l'impression que dès le départ, et notamment au moment de la guerre et de la fausse trépanation, Céline a passé son temps à se fabriquer une image. Parce que à la fin, il dit lui-même, Léoto est mort, il fallait un pauvre qui pue, voilà. En haillons, hein, en haillons tout dégueulasse, parce que votre livre, il y a beaucoup d'extraits, c'est ça qui est formidable, d'extraits de lettres, d'articles de l'époque, de critiques, etc. Et on a l'impression qu'il s'est fabriqué aussi une image à la fin de Clodo, quoi.
Si vous voulez, l'image de Céline à Meudon, c'est en gros, je suis le plus grand écrivain français, et voilà à quoi vous m'avez réduit. C'est-à-dire, toujours une victime, je m'habille avec des vieux vêtements, je suis pauvre, je ne peux pas me chauffer, tout ça est faux, évidemment. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quand même parler de la capacité de conviction de Céline, parce que dans le premier volume, la première publication du volume de la Pléiade en 1962, il y a une préface qui est de Henri Mondor, qui est quand même professeur de médecine. Et Henri Mondor dit à 3 reprises... Et écrivain par ailleurs, oui. Il dit à 3 reprises dans cette préface qu'il a touché la plaque d'argent qui fermait le pauvre crâne ouvert de Céline. Donc il faut vraiment avoir une formidable force de conviction pour faire croire à un professeur de médecine qu'on a effectivement été trépané, quoi. Ça, c'est quand même... Oui, non, mais il savait faire quand même. Il savait faire, oui, il était tout sauf bête. Mais donc, d'une manière générale, sur la Première Guerre, pour en finir avec elle, la vision qu'on avait n'est pas modifiée, mais elle est renforcée. Elle n'est pas invalidée par ce qu'on a découvert ou ce qui a été révélé, mais elle est renforcée. Oui, je crois que globalement, les feuillets conservés et en partie publiés aujourd'hui ne transforment pas du tout la vision qu'on pouvait avoir. Il la renforce. Oui, je crois, globalement. Enrichissent. Ce qui est intéressant, notamment dans le début de guerre, hein, qui est vraiment en effet le moment le plus intéressant, je pense, du texte. Ce qui est extrêmement intéressant dans Guerre, c'est qu'il, au fond, il essaie de faire passer dans la fiction l'idée que la blessure constitue finalement un point de bascule dans l'expérience des combattants et dans sa propre vie à lui, et qu'à partir du moment où la blessure intervient, et elle va intervenir à une échelle incroyablement forte pour tous les combattants, quels qu'ils soient, la guerre pénètre à l'intérieur de l'individu et n'en sort plus. Donc, et ça, c'est quelque chose, je crois, d'important dans Guerre. Et il y a aussi l'idée qui est là d'une d'une démonétisation de la langue académique. Je reviens à l'argot. Hein. Il fait passer dans la fiction en particulier, à travers le personnage du père Fernand, qui parle la langue académique, la belle langue ou la langue châtiée, justement cette fracture. Hein. La guerre est une fracture dans le temps et dans la temporalité, et ça ne change, ça ne transforme pas la vision que nous avions de ce que peut être l'expérience de guerre. Mais Céline, là, de ce point de vue-là, saisit quelque chose de fort. Alors, passons, si vous voulez bien, maintenant à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous trois, vous considérez Céline comme un collaborateur? Je peux répondre? Oui, Émile. Moi, je crois que oui. Enfin, contrairement à ce qu'il a raconté par la suite, c'est quelqu'un qui, pendant toute la guerre, fréquente de façon assidue tous les milieux allemands, pas les milieux de la collaboration. Il est copain avec von Beuys, il est copain avec tous les gens qui représentent l'Allemagne. Il va régulièrement à l'ambassade d'Allemagne. Il est de toutes les fêtes beaucoup d'écrivains. Comment? Comme beaucoup d'écrivains. Pas beaucoup, comme un certain nombre d'écrivains. Oui. Comme un certain nombre d'écrivains qui sont très engagés. C'est-à-dire que lui est engagé dans la collaboration, on va dire jusqu'en 1942, quand il voit que ça commence à mal aller pour les Allemands. Mais par exemple, il essaye à un moment de créer un parti unique dont la seule, on va dire, le seul lien entre les différents personnages va être le racisme. Et l'antisémitisme. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a effectivement collaboré, mais comme il est très intelligent,
il s'est retiré peu à peu de cette collaboration à partir du moment où il a compris que les Allemands allaient perdre, quoi. Quand on dit collabo, on n'est pas dans la nuance, bien sûr. On ne distingue pas la collaboration d'État qui vichiste. C'est pas son cas. Parce qu'il les a assez insultés pour Il déteste Vichy. Il les déteste. Il trouve trop mou. C'est plutôt le collaborationnisme parisien. Oui. Est-ce que c'est aussi votre avis, Odile Rouennette? Et quel type de collabo est-il? C'est non seulement un collaborateur, mais c'est un collaborationniste, c'est-à-dire c'est un ultra de la collaboration. Je crois qu'il faut vraiment le dire. D'ailleurs, Céline lui-même ne s'en cachait pas. Céline dit, moi, je suis raciste et hitlérien. Donc, oui, Céline est quelqu'un qu'on peut, je pense, sérieusement aujourd'hui, même si on ne le trouve pas forcément sous toutes les plumes, dire que Céline est pro-nazi. Il soutient la politique de l'Allemagne nazie. Il veut que l'Europe soit nazie. Et par là même, il considère que Vichy est beaucoup trop mou. Est un régime qui, malgré tout, essaie de sauvegarder les choses. Il déteste le maréchal Pétain. En cela, dans cette position-là, il n'est pas du tout maurassien, comme le sont la plupart des vichistes. Non, alors, c'est ça la grande particularité de Céline. Je crois que c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a un rôle c'est un apax. Ils sont pas nombreux à être dans sa situation. C'est-à-dire, effectivement, son antisémitisme n'est pas du tout un antisémitisme littéraire comme il est répandu à ce moment-là. C'est pas du tout un antisémitisme de l'Action française ou de Vichy. C'était pas de La Rochelle ou Paul Morand. Non, c'est un antisémitisme qui est effectivement raciste sur une base médicale. Biologique. Bon, et donc effectivement, cet antisémitisme, bon, il est en relation avec les officines pro-allemandes dès 37 quand il écrit les pamphlets. Bon, donc cet antisémitisme, en fait, ce type d'antisémitisme-là, il est à Paris, pas du tout à Vichy. Bon, ce type d'antisémitisme est au cœur effectivement de ces collaborations. Bon, il participe pas du tout au voyage des écrivains en Allemagne. En revanche, effectivement, il va en Allemagne dans les missions médicales. Et donc, au fond, il est reçu par le ministre de la Santé du Reich, par Conti. Là, c'est l'hygiéniste qui parle. Oui, il republie un ou deux textes hygiénistes à ce moment-là. Bon, il reçoit des médecins nazis, en 42. Il va en Allemagne en 42. Il visite Hohenlichen, qui est un sanatorium, qui est dirigé par un médecin colonel SS Gebhardt, qui fera partie du procès des médecins de Nuremberg. Enfin bon, voilà. Et quand il part, il est protégé par le ministère des Affaires étrangères du Reich, et au fond tout son périple en Allemagne passe par les structures de la médecine nazie. Il faudrait rajouter aussi à ce que vient de dire Philippe Roussin qu'il est la recherche historique l'a montré. Je pense notamment aux travaux de Pierre-André Taguieff et Annick Durafour qui ont bien montré que Céline est un agent au service des. Ils ne l'ont pas prouvé. Non. Malgré les 1000 pages, il n'y a pas un document qui le. Non. Ça, il est en contact avec le SD. Le service de renseignement nazi. Il est... Alors là, moi, je ne veux pas parler pour Pierre-André Taguieff. Je ne pense pas qu'on puisse accuser quelqu'un de quelque chose d'aussi grave sans des preuves. Et alors moi, j'ai écrit un très long article sur le livre de Taguieff et tout particulièrement sur cette partie-là. Très honnêtement, Taguieff sollicite les documents. Ça, c'est tout à fait clair. On peut, voilà. Et il est possible que Céline ait été un agent, mais à aucun moment Taguieff n'en apporte la preuve concrète. C'est d'autant plus étrange qu'il n'avait pas besoin des Allemands pour être
pour être le raciste biologique qu'il était. Moi, je voudrais en revenir à ça. Sous l'occupation, et vous avez raison, bien sûr, c'est un raciste au sens biologique du terme et nazi du terme. Mais si on s'intéresse à l'archéologie de son antisémitisme, au départ, qu'est-ce que c'est? L'héritage de l'antisémitisme petit bourgeois très répandu dans la France de l'entre-deux-guerres, mais qui se cogne avec le ressentiment à la suite de la déception de l'accueil de Mort à Crédit, qui n'a pas été le succès qu'il espérait. Non, Pierre, je pense qu'il faut... Non, les choses parlent de plus haut, c'est-à-dire que l'antisémitisme, d'abord, se manifeste avec la médecine, c'est-à-dire avec la profession médicale, et ça se manifeste dès 1929 dans l'Église. Mais quand il fait lire l'Église à son directeur, Dr Rachman, qui est juif, celui-ci, pour autant, ne lui enlève pas son amitié, n'est pas choqué. C'est quand même curieux. Oui, mais c'est-à-dire que là, c'est très intéressant, parce que l'Église est au fond le même type de séquence que sera Voyage au bout de la nuit, sauf qu'il enlève dans Voyage au bout de la nuit, d'abord on passe à une forme narrative, il ajoute la guerre, et il enlève l'épisode de la Société des Nations, c'est-à-dire où, au fond, là, dans cet épisode de la Société des Nations, une condamnation au fond de l'emprise des médecins, entre guillemets, juifs sur la SDN, sur les bureaux d'hygiène, et ça, c'est ce qu'on retrouvera dans Bagatelle pour un massacre. Bon, de même, par exemple, que dans Londres, il y a des, c'est tout à fait étonnant. Il y a aussi des passages antisémites, alors qui sont au fond des passages sur la question de l'immigration des Juifs venus d'Europe de l'Est. C'est sans commune mesure avec l'antisémitisme qui développera plus tard dans les pamphlets, tout à fait, dont on va parler après. Donc il y a une gradation, Émile Brami. Alors moi je pense que l'antisémitisme de Céline, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que c'est une succession de strates. D'abord, il y a effectivement le milieu familial, qui raconte par exemple qu'avec son père, à 5 ans, il est devant le fort Chabrol. C'est ensuite la peur qu'ont les petits commerçants de ses parents des grands magasins qui commencent à s'installer et dont on suppose qu'ils sont tous tenus par des juifs. C'est ensuite l'arrivée, c'est le racisme biologique qu'on lui enseigne à la faculté. Il faut pas oublier, par exemple, que on faisait dans les années 20 une espèce de différence entre les races en mettant le blanc naturellement tout en haut. Ensuite, il y a l'arrivée en masse de médecins qui viennent d'Europe centrale et qui s'installent en France, et c'est pour ça que le milieu médical est un des milieux les plus antisémites et les plus pénétrés par l'action française de l'époque, et les plus pénétrés par l'action française. C'est enfin le pacifiste qui imagine que ce sont les Juifs qui veulent faire la guerre à Hitler et lui dit moi j'ai rien contre Hitler, c'est une histoire entre les Juifs et lui, je veux pas en être. Donc c'est pas quelque chose. Je pense que c'est une succession de faits. Mais une succession, mais un empilement. Un empilement, oui, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille qui le conduit à cette espèce d'énorme vomissement qu'est le. Mais vous ne comptez pas là, parce qu'on l'a beaucoup dit à une époque, que le ressentiment lié à l'accueil de Mort à Crédit a compté. Aussi, oui, je suppose. Il faut quand même dire, on peut expliquer des tas de choses, il y a des tas de... Bon, mais il faut quand même dire qu'on est face au plus grand auteur et écrivain antisémite français de la littérature du XXe siècle. C'est-à-dire que, quand même, auparavant, dans le même style de pamphlétaire, on n'a que Drummond. Donc c'est ça Oui, mais Drummond n'est que cela. Drummond n'est que cela. Alors que Céline est d'abord un écrivain. Oui. Je voudrais juste ajouter dans le millefeuille dont vous parlez, il y a un moment, à mon avis, très important, qui est le moment de la sortie de la Première Guerre mondiale, où il est en Afrique, où il commence d'ailleurs à faire des expériences médicales dont il nous montre qu'elles peuvent servir aux populations locales, puisqu'il est au Cameroun. Et pendant ce moment africain, il écrit beaucoup, notamment à sa famille, et puis aussi à une amie qui s'appelle Simone Saintu. Et il déploie
un argumentaire décadentiste, hein, une vision, si vous voulez, du monde arrivé à son terme, donc obsédé, si vous voulez, par l'idée que au fond l'Europe et la France va être bientôt submergée par des hordes étrangères. Donc il y a vraiment un... Ça lui a donné une formule, une phrase que je veux citer. Elle est dans le livre d'Émile Bramy, qui est terrible. Il parle pas de grand remplacement, mais l'idée y est, et il dit « Le blanc, ce n'est plus que du fond de teint ». Et ça, c'est dès 1916. C'est très donc, tôt. Il y a vraiment, et dans cette correspondance dite africaine, il loue, par exemple, Urbain Goyer, qui est un des grands autres polémistes antisémites et pamphlétaires. Donc, il a aussi, d'ailleurs, et c'est intéressant, un grand intérêt très très tôt pour ces textes pamphlétaires. Hein. Il connaît Drummond, il connaît Goyer, il connaît toute une série de... et puis il lit beaucoup aussi les biologistes darwiniens pendant ce séjour en Afrique qui va pas durer longtemps, mais qui est à mon sens très très important. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est pas un antisémite, c'est un raciste. C'est-à-dire que chez Céline, il y a des racismes du moment. Quand on lit, par exemple, les livres de la fin, et je pense tout particulièrement à Rigaudon, dans Rigaudon, dont il sait que c'est un livre posthume, il sait qu'il va mourir, enfin que ce sera publié après sa mort, il dit d'abord sans cesse dans « Je suis un raciste biologique », et ce qui lui fait peur dans Rigaudon, c'est plus les Juifs, ce sont les jaunes qui vont déferler bientôt sur la France. Donc c'est quelqu'un qui est fondamentalement raciste. Un racisme dont il ne s'est jamais justifié, excusé, rien. Après la guerre, il avait la possibilité de le faire, avec de nombreuses interviews. Au contraire. Au contraire. Non, il dit toujours « j'ai eu raison trop tôt ». Oui. Au contraire, je crois aussi qu'il faut souligner dans le Céline de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce point en effet, qu'il n'y a jamais au fond de remise en question de ses positions, et aussi une grande, une interpénétration entre lui, ce qu'il peut écrire notamment dans Ferry pour une autre fois 1 et 2, et les milieux révisionnistes. Absolument. Hein, Paul Racinier. Négationniste même. Et même carrément négationniste, etc. Donc là, il y a vraiment des gens qui ont travaillé sur ces questions-là pour montrer à quel point Céline travaille, y compris dans la fiction, hein, cette relativisation de la Shoah. Hein. Au fond, la Shoah, ce serait un massacre parmi d'autres. Et ce qui est intéressant, et on l'apprend aussi là, c'est que dans le privé, il ne disait pas les Juifs, il disait les Palestiniens. Il les appelait les Palestiniens. C'est ça, hein? Oui, il y a une lettre de 1960 qu'il adresse à un ancien collaborateur allemand, où il dit, il parle des Gaskammer, les chambres à gaz, en disant, ça n'a pas, il paraît que ça n'a pas existé, et ce serait formidable si c'était vrai pour nous, que ça n'ait pas existé. Et c'est une de ses toutes dernières lettres. Émile Bramy, je voudrais vous poser une question personnelle, que, à mon avis, un certain nombre de spectateurs doivent se poser. Vous-même, vous dites dans la préface de votre livre, oui. Céline Arrebaud, vous dites, Céline, c'est l'antisémitisme de Céline, c'est une gêne permanente et un caillou dans ma chaussure. Oui. Ça vous empêche de marcher? Ça me fait boiter. Ça vous a posé problème dès le départ? Ah oui, bien sûr. Je veux dire, quand il se trouve que je suis juif, donc juif donc originaire de Tunisie. Ouais. Et donc moi, quand j'ai lu Céline pour la première fois, j'arrive à Céline par à la JT du Bocal. Bon. Et c'est pas tant le texte lui-même, mais c'est l'écriture, c'est-à-dire que ça remet en cause tout ce que je sais de la littérature, tout. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas écrire comme ça. Donc, à ce moment-là, je me mets à chercher c'était en 67. Il était complètement, au trou, quoi. Personne n'en parlait.
Et j'ai lu donc les livres, mais par exemple les pamphlets ne sont pas dans la liste de ses œuvres. Donc je savais pas du tout que ce type-là était un antisémite. Et c'est quand on m'a vendu, alors c'était sous le manteau, sur les quais de Paris, on a trouvé quelque chose pour toi. On savait que je cherchais des livres de Céline et qu'on me fait lire Bagatelle pour un massacre. Je ne peux pas ne pas avoir de réaction. Et si vous voulez, ma réaction, c'était trop tard, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui faisait partie de mon paysage littéraire. Et ce que j'ai beaucoup de mal à dire, c'est que c'est quelqu'un qui exprime le monde, si on accepte l'antisémitisme, tel que je le vois, tel que je le ressens, et qu'il exprime infiniment mieux que je le ferai jamais. Oui, mais on peut pas accepter l'antisémitisme. Ah non, on peut pas l'accepter. C'est pour ça que je dis que c'est une gêne énorme pour moi, bien sûr. Dans la chaussure. Et j'ai eu des problèmes dans ma famille et des choses comme ça. Alors, parlons-en dans cette dernière partie de l'émission des pamphlets. Est-ce que vous trois, vous souhaitez, d'une manière ou d'une autre, la réédition de ces pamphlets, ou vous estimez que n'est pas nécessaire à cause du contexte, même si on sait bien que le contexte ne sera jamais favorable? Odile Roinette. Moi, je ne suis pas favorable du tout à la réédition des pamphlets. Vous êtes opposé, donc? Oui. Alors, le problème se pose, je dirais, de manière vive jusqu'en 2031, puisqu'à partir de ce moment-là, ils tomberont dans le domaine public. Ils sont déjà sur Internet. Voilà. Alors, ils circulent sous le manteau, ils sont sur Internet, dans différentes versions d'ailleurs, puisqu'il y a des versions différentes des pamphlets, il y a eu des rééditions sous l'occupation qui sont différentes des versions initiales. Mais ce qui est important, je crois, c'est que moi, je suis vraiment très soucieuse que l'on fasse extrêmement attention à ne pas, d'une certaine manière, remettre ces textes sur un piédestal. Et c'était un petit peu l'enjeu du débat de 2018, puisque déjà Gallimard avait proposé ou en tout cas envisagé de rééditer ces pamphlets. Et je crois qu'il faut vraiment faire extrêmement attention. Le piédestal, c'est la Pléiade, et ça ne sera pas dans la Pléiade. Mais même si ces textes étaient dans la collection blanche, par exemple. Moi, je suis un petit peu soucieuse, si vous voulez, qu'en particulier tout ce travail que nous avons aujourd'hui, sur lequel nous avons discuté, de publication dans la Pléiade, ne soit pas d'une certaine manière un tremplin vers la possible édition des pamphlets antisémites et au fond la reconstitution d'une bibliothèque antisémite. On voit bien qu'il y a une énorme fascination en France pour les textes de Rebattet, pour les textes de Drieux-La Rochelle, d'une certaine manière, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ces pamphlets, donc Bagatelle pour un massacre, Les Baudrats, L'école des cadavres, Philippe Roussin, vous êtes pour leur réédition? Non, moi je suis opposé à leur réédition pour, au fond, plusieurs raisons. Les Céliniens peuvent y avoir accès. Est-ce qu'il s'agit de donner accès à ces textes à beaucoup de monde? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de republier des textes antisémites dans le contexte d'aujourd'hui que l'on connaît? C'est-à-dire qu'au fond, c'est tout à fait différent de publier des inédits. Oui, comme ceux, voilà. Donc ça veut dire que, si vous voulez, l'éditeur qui fait ça envoie un message qui est un message public. Vous pensez que aujourd'hui, en 2023, on peut devenir antisémite en lisant ces pamphlets? Non, c'est pas ça. C'est que ces textes, ça autorise l'antisémitisme. C'est exactement comme dans les années 30, quand Céline a publié ses pamphlets, il y avait une liberté de parole qui s'est ouverte. Je pense, c'est-à-dire ces textes, d'abord,
il faudrait peut-être respecter les vœux de Céline, c'est-à-dire qu'il n'a, à partir du moment où il est publié par Gallimard, il ne veut pas que ces textes soient republiés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de les republier aujourd'hui? Peut-être que le droit moral joue, peut-être que la famille là va intervenir. On pourrait le dire de Kafka, pareillement. C'est pas tout à fait. Ben, C'est pas tout à fait pareil. Et d'autre part, je pense que si vous voulez aujourd'hui, comment dire, la réputation de Céline, au fond, dépend du vent qui souffle. Et donc, tantôt apparaît l'écrivain, tantôt apparaît l'antisémite. Aujourd'hui, le vent souffle plutôt de ce côté-là. Moi, je pense que, si vous voulez, c'est sous-estimer l'importance des textes que de vouloir les remettre comme ça en circulation. Parce que ça veut dire qu'on les réactive et on les remet dans une actualité. Mais vous les surévaluez peut-être. Vous surévaluez peut-être, je ne sais pas. 80 000 exemplaires pour Bagatelle pour un massacre. Quand à quelle époque? En 37? Entre 37 et 45. C'est-à-dire que Céline n'est plus, à la fin de la guerre, n'est plus qu'un pamphlétaire. Mais on n'est plus en 1937. Oui, enfin, Michael Fossel vient de faire paraître un livre pas inintéressant sur 1938. Je sais. Non, en quoi ces textes nous manquent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, l'édition des textes de Céline va être Est-ce que Bagatelle pour un massacre, ça fait partie du patrimoine littéraire français? Pour moi, oui, mais bien sûr, ce n'est pas qu'un livre. Ou est-ce que ça fait partie de la bibliothèque antisémite? Ce n'est pas que ça. Enfin, ça a d'abord été compris comme ça. Là, je pense que... on peut citer d'autres livres, d'autres écrivains qui sont tout aussi antisémites, si ce n'est davantage. France la Douce de Paul Morand, vous pouvez l'acheter depuis toujours. Ça n'a jamais été autocensuré. Mais je reprends juste un mot que vous avez cité, que vous avez prononcé. Vous avez dit ça autorise l'antisémitisme. Oui. Est-ce que la réédition historique et historienne de Mein Kampf autorise le nazisme? Bah, écoutez, vous avez bien vu toutes les questions que ça pose, que Mein Kampf pose. Et si vous voulez, bon, à ce moment-là, moi je propose que on aille au bout des choses. C'est-à-dire, au fond, on publie en coffret, effectivement, les pamphlets de Céline et la France juive de Drummond. Enfin, je veux dire, on peut réédiquer absolument toute la bibliothèque antisémite. Ça, c'est une époque qui le permet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était pas le but. Ah, moi, alors, personnellement, je suis... je pense qu'on n'est pas seulement des littéraires ici. On est aussi des citoyens. Bien sûr. Mais, alors, moi, je suis pour la réédition pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question ne se pose plus, dans la mesure où ces pamphlets sont accessibles à peu près n'importe qui, et qu'il vaudrait mieux les publier avec un appareil critique comme celui de Régis Tétamanzi, par exemple, qui est assez remarquable. Je rappelle aussi que Céline est tombée dans le domaine public au Canada, et que un éditeur canadien, les éditions 8, ont publié ce qu'ils appellent que tout éditeur d'extrême droite au Canada, vous le savez quand même. Oui, non, mais ça c'est soutien de Le Pen. C'est publié, et tous les gens qui s'intéressent à Céline, vous peut-être possèdent cette édition. Moi je la possède. Voilà. J'ajoute aussi que ça va très au-delà l'idée de la publication ou pas des pamphlets. C'est parce que toute la littérature antisémite, qui était très très importante jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça est passé aux poubelles de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un monsieur Keriou qui a écrit un bouquin qui s'appelle La médecine et les Juifs. Si on en parle, tout le monde s'en fout et ça n'a aucun intérêt. Le problème que pose Céline, c'est que nous avons un écrivain que tout le monde maintenant s'accorde à reconnaître comme étant un écrivain majeur, que cet écrivain majeur a écrit 3 pamphlets antisémites, et qu'est-ce qu'on fait de ces 3 pamphlets antisémites? D'autant plus que ça reste quand même pour une partie des œuvres littéraires. Voilà. Est-ce que ces textes tombent sous le coup d'apologie de la haine raciale? Donc la loi. Ben oui, la loi va s'appliquer. Il y a une question effectivement juridique. Et en particulier, quelle édition, notamment de Bagatelle, etc., on réédite, puisqu'il y a des illustrations, enfin, donc ça tombe sous le coup de la loi.
pour un certain nombre d'éditions. Qu'est-ce qu'on choisit d'éditer? D'autre part, moi je pense quand même qu'il faut rappeler que ce sont des textes de combat. C'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement de faire de la littérature à partir... Très différemment. C'est très différent. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont des pamphlets. C'est un engagement politique. C'est pas du tout. Mais rappelez-vous qu'ils ont été lus aussi que Bagatelle pour un massacre a été lu aussi d'un point de vue purement littéraire par des écrivains et des critiques. Marcel Arland, Gilles et beaucoup d'autres. Certes, mais en même temps, vous voyez que, par exemple, dans l'école des cadavres, Céline va au-delà des préconisations du statut des Juifs d'octobre 1940. Non, oui. Mais ça veut dire que... Il n'est pas encore publié, le statut des Juifs. Le premier. On parle des Baudras, là. On parle des Baudras. Parce que c'était... Non, on parle des Baudras. On parle des Baudras. Si c'est les Baudras, d'accord. Oui, pardon, excusez-moi, je parlais des Baudras, mais... donc qui va au-delà de ce qu'on... et en particulier de cette question de qui est un juif dans la France de l'occupation, donc il va beaucoup plus loin. Donc c'est tout ça. Donc oui, moi il va plus loin, mais il met dedans De Gaulle, Racine, tellement de gens que ça... Moi je crois qu'il faut... Ça n'a plus de sens. C'est pas... Voilà, c'est pas un antisémitisme. Est-ce que... La littérature a des effets. Non, mais bien sûr, bien sûr, il y a une responsabilité de l'écrivain. Il y a une responsabilité de l'écrivain et de l'éditeur. Mais pendant longtemps, la doxa a été un peu celle exprimée par Julia Kristeva, à savoir ce sont des textes délirants, qui étaient une façon de déresponsabiliser finalement l'auteur. Marc Angenot a bien montré ça. La parole pamphlétaire, elle se glisse derrière l'aspect du délire. Le premier livre qui a été publié sur Céline, c'est pas un livre d'universitaire ni d'exégète, c'est un petit livre de Kaminski. Céline en chemise brune, ça date de 1938. Donc tout de suite, c'est parfaitement compris des gens qui veulent comprendre et des gens qui sont avertis. Vous lisez Hannah Arendt, vous lisez Walter Benjamin, ils sont à Paris, ils ont tout de suite compris ce dont il s'agit. Et quand Hannah Arendt parle de l'alliance de l'élite et de la populace pour détruire la culture bourgeoise en disant c'est à ça que sert Céline, elle a parfaitement compris ce qui est en question. Et sur la question du délire, si vous voulez, là aussi, Kaminski dit, au fond, si Hamlet, si c'est de la folie, il y a une logique. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que quand vous parlez de Gaulle, etc., ou quand il parle de Racine, tout ça, ça fait partie de la diversion. Tout ça, ça fait partie de la diversion. Oui, il y a quand même quelque chose qui me gêne beaucoup. Nous sommes 4 ici, et nous avons tous lu les pamphlets de Céline. Voilà. Pourquoi est-ce que cette interdiction ne s'étend pas à tout le monde, alors? Pourquoi est-ce que nous, vrais intellectuels, pouvons lire les pamphlets, et de quel droit dirions-nous, il ne faut pas les lire à d'autres personnes? D'abord, tout le monde peut aller les lire, effectivement, comme vous l'avez dit, sur Internet. Oui. Bon, d'autre part, moi, je considère que, sauf à ce que, effectivement, les gaullistes est totalement perdu, on est encore dans l'esprit de 44 en termes juridiques. Sauf si, effectivement, la période est en train de basculer vers tout à fait autre chose. Mais juridiquement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, juridiquement, on ne peut pas les interdire. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, les lois ne sont pas rétroactives. C'est un principe de droit fondamental. Et que ce qui était autorisé à un certain moment ne peut pas être interdit à un autre. Ça, c'est la loi, et elle est indiscutable. Il n'y aura pas de problème juridique à la publication des pamphlets. Alors là, j'en suis pas aussi sûre. Alors, je me suis... Alors, si je pouvez me permettre, je me suis adressé j'ai posé la question sauf si les ayants droit s'y opposent, mais s'y opposent pas. On ne peut pas interdire quelque chose légalement qui était permis au moment où ça a été fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous reprocher, par exemple, d'avoir commis un acte qui est devenu délictueux aujourd'hui, si vous l'avez commis à l'époque où il ne l'était pas délictueux.
Mais quand même, le décret Marchandeau, par exemple, Il y aura a été appliqué des levées de boucliers, ça c'est évident. Et des boycotts, il y aura du boycott. Ou des boycotts, des choses comme ça. Mais du point de vue de je sais pas, hein, je suis pas juriste, mais bon, il me semble déjà, que ça pose des quand on voit le questions. débat qui a eu lieu il y a quelques années, quand il y a eu le projet, même pas exprimé par Gallimard, mais par une fuite inopinée, d'une éventuelle réédition de ces pamphlets, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Enfin, ça a été... Non, mais il y a eu la publication des Décombres, il y a une dizaine d'années, qui est un pamphlet au moins aussi violent dans sa dernière partie que les pamphlets de Céline, quand tu parles du ghetto de Marseille, etc. Ça a été publié en collection bouquin, ça n'a été interdit par personne, et ça n'a pas fait le... Non, mais Céline cristallise. Ouais, Céline cristallise, évidemment. C'est pour ça qu'on est... Bon, voilà. Oui, et puis encore. Rebattet n'est pas Céline, c'est-à-dire que là, on rentre quand même dans une dimension. Donc, en fait, les décombres, c'est 250 000 exemplaires. En fait, sous l'occupation, c'est considérable. Le procès qui est fait, c'est un procès de qualité littéraire. Oui. Pour Bagatelle, pour un massacre, parce que vous dites, non, mais je veux dire, la ça portée, n'est pas Céline. Non, donc, la si portée d'une réédition éventuelle des pamphlets de Céline ne me semble pas tout à fait de même nature que la réédition des décombres de Rebattet. 10 000 exemplaires en bouquin et une réimpression. Mais c'est une fascination, il y a une réelle fascination. Voilà. Oui, il y a une fascination malsaine, hein. C'est la fascination malsaine de cette époque, de l'époque aujourd'hui. Moi, je suis pas partisan du fait d'aller dans ce sens de l'histoire. Enfin, je trouve ça extrêmement problématique. Un écrivain que vous-même, vous trois, et que bien d'autres, considèrent comme l'un des plus grands écrivains de langue française du XXe siècle, on ne puisse pas avoir accès en librairie à ses œuvres complètes. C'est pas un paradoxe ? Écoutez, Céline lui-même, en 50, il faudrait voir le contrat avec Gallimard. Céline lui-même, en 50, ne veut plus. C'est même on trouve ça même dans le livre d'Émilie Bramy. Il ne veut pas. Il ne veut pas que ces textes soient republiés. Donc, qu'est-ce que c'est que cette manière de forcer l'histoire? Et Kafka non plus. Et heureusement, en tout cas, sa volonté n'a pas été respectée. En tout cas, nous. En tout cas, c'est moi, bizarre on de ne peut reprocher pas. Kafka de Céline. Ben oui, on ne peut pas encourager une réédition des pamphlets. Non, mais ça, on a bien compris. Moi, j'aimerais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous comprenez que des gens qui aiment la littérature, qui soient de grands lecteurs, puissent dire, parce que moi, ça m'a souvent été dit et ça m'a toujours intéressé de parler avec eux, puissent vous dire, jamais je ne lirai une seule ligne sortie de la plume de Céline, pour les raisons qu'on a évoquées. Est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça normal? Vous comprenez ça ou pas? Moi, ça ne me choque pas et je le comprends. Oui, il y a des personnes que j'ai rencontrées ou des amis, oui, je comprends très bien. Ils sont réfractaires absolus, même au voyage au bout de la nuit. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont très gênés par le voyage au bout de la nuit. Moi aussi. Ça m'a souvent été dit également, et même pour Voyage au bout de la nuit, où il y a une violence souterraine. Oui, je pensais à des gens des grands lecteurs qui, en raison de son attitude pendant la guerre, sous l'occupation et de ses pamphlets, ne veulent rien lire de lui. Alors, je pensais à... on peut comprendre. Moi, ça m'a été souvent dit aussi. Je peux prendre un exemple personnel. Oui. Donc, chez moi, je dois avoir 2000 livres sur Céline. Mon épouse refuse de lire Céline. Voilà. Et je comprends parfaitement. Moi aussi, je rencontre régulièrement des gens qui me disent ça. J'ai tendance à leur dire, c'est dommage parce que vous ratez quand même quelque chose sur le plan purement littéraire. Oui. Le voyage au bout de la nuit, mort à crédit, d'un château à l'autre, c'est dommage de passer à côté. Non, mais c'est intéressant toute cette question autour des pamphlets, parce que si vous voulez, dans les années 80-90, au fond, ce qui était intéressant, Céline était d'abord... Enfin, on savait que c'était un antisémite. Bon, mais la question des pamphlets, la republication des pamphlets, mais personne ne l'a posée. Personne ne l'a posée. C'est-à-dire qu'il s'agissait au fond, de comprendre à ce moment-là
le Céline d'après-guerre. Bon, ce qu'a fait Henri Godard avec Ferry pour une autre fois, c'était les derniers grands textes publiés en 93. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est aussi qu'il n'y a plus de textes littéraires, c'est-à-dire que les grands textes ont été publiés. Bon, et donc là, effectivement, on voit un éditeur qui a cette manne avec des textes qu'on redécouvre. Bon, et donc qu'est-ce qui reste à publier? Il reste plus que les pamphlets. Bon, et là, voilà, il reste d'une part, bon, le cours de la publication des textes a suivi, et d'autre part, cela arrive dans une période, comme dirait Queneau, c'est un vent d'hiver, on est un vent mauvais aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette conjoncture. Moi, ça ne m'aurait peut-être pas posé de problème, si vous voulez, s'il y avait eu une édition scientifique des pamphlets dans les années 70 ou 80. Pourquoi? Mais parce que la conjoncture idéologique et politique n'était pas la même. On n'est pas en train de... Voilà, bon, l'antisémitisme n'était pas revenu. Academ n'existait pas. Une revue comme K n'existait pas. Voilà, on est dans un contexte politique, mais totalement différent, enfin. Totalement différent. C'est-à-dire que je partage un certain nombre de vos idées, mais je pense qu'il faut tenir compte du contexte idéologique et politique. Le contexte ne sera jamais favorable. Il est vraiment défavorable aujourd'hui. Attendons peut-être 2027. Il est défavorable et puis il moyen faudrait... d'attendre, hein. Pourquoi 2027? Il y a des élections, peut-être on verra. Non, ça c'est encore autre chose. Je crois aussi qu'il faudrait une équipe... Avec des historiens. Mais de toute façon, avec des c'est historiens, évident. avec Non, mais ça, des spécialistes de l'antisémitisme. Non, mais ça, la question... Mais pas dans l'édition canadienne. Non, bien sûr, mais... Alors, En plus, il y a des erreurs sur la question de l'édition, de quel texte il s'agit. Oui, non, mais tout ça, c'est des choses de spécialistes. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais juste rajouter une petite chose, comme toujours à la fin de l'émission. C'est 2 coups de cœur personnels et vous, sur lesquels vous pouvez intervenir. Et l'un, donc, c'est Georges Perec, la biographie de Georges Perec par Claude Burgelin aux éditions Gallimard, qui vient de remporter d'ailleurs le concours de la biographie. Il se trouve que Georges Perec posait la question comment écrire après Céline. Il l'a posé parce que ça le passionnait évidemment Céline. Et au début de La vie de mode d'emploi, il concatène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le début du Voyage au bout de la nuit, ça a commencé comme ça, avec le début de Mort à crédit, nous voici encore seuls, tout cela est silent, si lourd. C'est sa façon de répondre à la question comment écrire après Céline. Évidemment, ça le passionnait. Alors je rappelle pour nos spectateurs, Perec, c'est les choses, un homme qui dort, la disparition, W, le souvenir d'enfance, la vie mode d'emploi, les récits d'Ellis Island et beaucoup d'autres. Il y a eu une biographie, avant celle-ci, de David Bellows, il y a 30 ans, biographie américaine, mais en 30 ans, la recherche sur Georges Perec a fait beaucoup de progrès, on a trouvé beaucoup de choses. Là, c'est pas seulement des documents très intéressants qui sont mis à jour, relatif à l'œuvre et à la vie de Georges Perec, mais c'est aussi une écriture étincelante, celle de Claude Burgelin sur l'œuvre et la vie de Georges Perec qui est mort à 45 ans, sur son amnésie fondatrice, puisqu'il faut rappeler quand même que son absence de souvenirs d'enfance a nourri toute son œuvre, avec un père mort en 40 et une mère morte à Auschwitz. Je voudrais juste citer les dernières lignes. Burgelin est tellement élégant qu'il laisse l'excipit, la dernière ligne de son livre, à Pascal Quignard. Parce qu'il dit, voilà, personne n'a mieux résumé l'état des choses. Perec, je le vénère pour son silence, sa façon d'enfouir le secret et de le laisser affleurer, de s'adresser au trou vide de son enfance et de ne pas scier des yeux. J'admire qu'il ait écrit directement au-dessus du vide, qui dans son cas était effrayant. Ça, c'est Pascal Quignard cité à la toute fin de cette magnifique biographie. Et mon deuxième coup de cœur, et encore Céline, là, on va en prendre un coup, parce que si besoin est, certaines de ces pages de ces pamphlets sont complètement, évidemment, démenties. C'est un livre remarquable. C'est une chercheuse, professeure à Princeton, Francesca Trivellato, italienne, comme son nom l'indique, Juifs et capitalisme.
sous-titré Aux origines d'une légende. Et c'est le titre originel. Le titre originel, c'est un peu différent. Je le traduis de l'anglais au français. La promesse et le risque du crédit. Ce qu'une légende oubliée à propos des Juifs et de la finance nous apprend sur la fabrique de la société commerciale européenne. Évidemment, c'est moins fort que Juifs et capitalisme. Et qu'est-ce qu'elle montre? C'est qu'il y a eu une légende lancée par un avocat bordelais en 1647, comme quoi non seulement la police d'assurance, mais les lettres de change, et ainsi que l'usure, étaient une spécialité des Juifs. Or, elle montre bien que ça existait bien avant, et que, évidemment, les Juifs n'y tenaient aucun rôle. C'est un livre magistral sur un fantasme qui a fait des dégâts pendant des siècles, mais qui continue à faire des dégâts. Voilà. Merci à tous les trois. Merci. Et à bientôt pour la 8e édition des 5 livres, sur Acadème, bien sûr.